Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre dernier intervenant, Maître Elie Hatem. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Écoutez, le plaisir est pour nous et surtout à notre auditoire coutumier à vos analyses pertinentes et aussi franches. Et pour nous, c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous et surtout de parler des choses qui concernent aussi la société parce qu'on vit en société et votre métier aussi qui fait partie d'un métier qui est en relation avec la société. Autant que avocat à la cour, Maître Hatem conseille et assiste et défend devant les juridictions dans des domaines divers en droit public et privé, droit administratif, droit civil, mais aussi il est connu par son engagement politique international qui lui permet de côtoyer des dirigeants ainsi que des personnalités politiques des 5 continents. Il a conseillé bon nombre parmi eux et s'engage dans un combat pour les préservations des identités nationales dans le monde. Parlons d'identité, Monsieur Elie Hatem, c'est la question du jour, le populisme. Est-ce que l'identité nationale fait partie du populisme que nous vivons actuellement en Europe? Pas tout à fait, et en même temps, oui. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a des conditions particulières dans le monde entier. Nous vivons malheureusement dans un chaos international depuis donc la fin de l'ex-Union soviétique, l'émergence de la puissance américaine et ses enjeux sur la scène internationale qui provoquent des conflits. Et qui dit conflit dit un déplacement donc de population et qui malheureusement nous le voyons avec ce flux de réfugiés qui fuient donc en fait la guerre et qui cherchent un havre de paix. La plupart du temps, malheureusement, l'Occident et les sociétés européennes et les États européens qui ont été entraînés dans ces différents conflits et étaient obligés donc de suivre les États-Unis, sont en train de payer le fruit, je dirais, de leur politique suicidaire. Aujourd'hui, il y a des étrangers donc qui viennent en Europe, qui quittent leur pays, qui sont forcés à le faire. Je parle d'un point de vue politique, mais vous avez par ailleurs également ceux qui viennent pour des raisons économiques, et il faut le dire, ces raisons économiques sont édictées également par les problèmes de corruption. Et comme je dis toujours, il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corruption sans corrupteur. Et les corrompus, en fait, c'est également le fruit de la présence de différents corrupteurs. Ce qui fait que, par exemple, le continent africain est très pauvre, il est appauvri de plus en plus en raison, justement, de ce travail qui est fait, cette approche qui est faite des gens sur place avec ce principe de corruption. Donc, ce qui entraîne, en fait, des populations qui sont très pauvres, soit des populations qui souffrent de conflits, donc qui viennent pour des raisons politiques, ou une population qui fuit également le désastre économique et qui viennent retrouver un havre de paix dans d'autres pays. Ce qui irrite, en fait, les gens qui sont installés, donc les nationaux, et qui voient donc des gens qui viennent en fait leur prendre leur travail ou avoir certaines conditions qui sont beaucoup meilleures que les leurs. Ce qui crée ce problème, par exemple, en Italie aujourd'hui, où on verra aussi très bientôt aussi en Allemagne, parce que le problème se pose également en Allemagne, et cela est aussi dû à la législation internationale, parce que il y a une certaine je dirais, un certain droit qui est accordé d'une manière disproportionnée, ce qui fait que ces étrangers deviennent très mal vus par les autochtones. Alors, les autochtones qui, eux aussi, souffrent de certains problèmes, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, quand on vous dit, oui,
En France, par exemple, il y a beaucoup d'émigrés algériens qui nous prennent leur travail, qui nous prennent nos ressources, nos avantages sociaux, etc. En même temps, quand vous allez en Algérie, il y a un autre discours de la part des Algériens qui accusent les Chinois et les immigrés et puis les capitaux en fait chinois comme en train d'envahir également l'Algérie. Donc c'est un problème, je dirais, aujourd'hui planétaire. Il y a une situation chaotique, il y a une disparition également de ces différentes identités nationales et la résurgence, je dirais, d'un chaos politique, social, etc. Justement, Maître Hatem, vous êtes un homme de droit. Je vais essayer d'échanger avec vous sur vos paramètres que vous connaissez mieux que moi. Là, on a fait ce qu'on appelle un constat. Un constat de ce qui se passe. Mais le vrai coupable de ce constat, donc l'acteur principal, tout le monde le dit, il y a une défaillance de l'élite politique. Est-ce que c'est bien le cas? Tout à fait. Parce que, encore une fois, la question n'est pas du tout juridique. La question est essentiellement d'ordre politique. Parce qu'il y a une volonté politique de laisser la situation telle qu'elle. Parce que les réfugiés aujourd'hui, principalement, ils viennent d'où? Ils viennent des conflits en Syrie, par exemple. Je vous donne l'exemple de la Syrie, ou bien de la Libye. Mais parlons de la Syrie. Et en fait, que se passe-t-il réellement? Il y a eu une position ou des positions politiques qui ont poussé à la déstabilisation de la Syrie. Il y a quelques années, avant même le conflit et l'émergence du conflit en Syrie, on ne savait pas ce que c'est qu'un Syrien en France, par exemple. C'est ça. Il fallait décrire le Syrien comme quoi il vient d'à côté du Liban ou d'Israël, etc. Mais qu'est-ce qui a provoqué, en fait, cette déferlance de réfugiés syriens? Ce sont les positions politiques qui ont été prises à l'encontre même des Syriens et du gouvernement syrien, déstabiliser le pays, mettre de l'huile sur le feu. C'est également un projet politique, il faut le dire, de la part des Américains, des États-Unis, qui a pour objectif de créer ce chaos non seulement au Moyen-Orient, mais dans l'ensemble du monde, pour pouvoir mieux régner, mieux gouverner. Vous savez, la formule la plus simple, c'est divide et imperare. Diviser, c'est pour mieux régner. En même temps, on déstabilise, on appauvrit les pays donc dans lesquels émergent donc ces conflits. D'autre part, on crée une situation quand même totalement, je dirais, déséquilibrée en Occident et dans les sociétés européennes, en créant, si vous voulez, en important cette misère. Et comme vous le savez, il y a déjà une crise économique, une impossibilité pour les sociétés européennes de trouver déjà de l'emploi pour leurs ressortissants quand ils vont recevoir cette déferlante migratoire donc chez eux. Ça créera d'une tension. Et ces gens donc qui sont là, qui sont livrés à eux-mêmes, deviennent, je dirais, le terrain favorable à toutes les manipulations, y compris les manipulations terroristes. Et c'est ce qui a créé, si vous voulez, ces différents problèmes, je dirais, de mercenaires du terrorisme qui sont en train également de créer une certaine psychose chez la population et un rejet de ces étrangers, et ça crée, si vous voulez, ça renforce cette image du populisme, et ça renforce ces différents conflits, et ça fait monter les partis populistes en Europe. Monsieur Hatem, vous l'avez bien dit. Vous avez dit auparavant, on n'arrive pas à reconnaître que c'est un Syrien. C'est quand même c'est frappant. Ces pays, ces pays de l'Afrique du Nord, ou bien ces pays du Moyen-Orient, qui sont en train de subir cette attaque. C'est un complot quelque part. C'est un complot pour déstabiliser. Moi, je ne parle pas de complot. Je parle toujours de projet politique. Je vais vous dire, j'ai fait de la politique. D'accord. Et comme quelqu'un qui a fait de la politique, j'avais des projets qui sont la meilleure, la plus simple, c'est déstabiliser mon adversaire. Je suis avocat, mais je suis également politique. Et donc, ce que je fais, je déstabilise pour pouvoir mieux manipuler et affaiblir mon adversaire. Et il y a, de l'autre côté, c'est la même chose, également des projets politiques qui veulent déstabiliser ces pays et qui sont tombés dans le piège
parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, parce qu'ils n'ont pas les moyens militaires, ils n'ont pas la logistique pour s'attaquer à ce projet politique. Et ce n'est pas un complot, c'est un projet politique, comme il y a également un autre projet politique, il y a celui de l'établissement, donc de la paix. Alors, de l'équilibre entre les nations. Aujourd'hui, je vous donne un exemple, il y a un échec des Nations Unies. Boutros Ghali était le dernier secrétaire général donc des Nations Unies qui a véritablement œuvré pour qu'il y ait en fait un poids pour la société en fait internationale. Et aujourd'hui, on voit très très bien que un échec de cet ensemble-là est donc ce qui conduit à ce désordre international. Parce que quand on parle d'un ordre international, moi, je vois plutôt plus un désordre international qu'un ordre international. Justement, c'est un désordre international. Et quand vous avez parlé de projet politique, est-ce que les pays concernés, les pays qui ont subi, n'avaient pas de projet politique pour faire face? Ils ont, pardon, j'ai pas entendu la dernière partie de votre phrase. J'ai dit, puisque vous parlez d'un projet politique des pays dominants, notamment les États-Unis. Est-ce que cela suppose que ces pays concernés, pays qui ont subi cette agression politiquement parlant, n'avaient pas un projet politique pour eux et pour leur peuple? Si, absolument, ils avaient un projet politique, mais on leur a empêché. Vous savez, c'est projet contre projet. Il y a aujourd'hui des États, la France, l'Italie, les autres pays. Vous avez des gens, par exemple, ou des pays du Moyen-Orient qui veulent lutter pour leur souveraineté, pour leur indépendance, pour l'émergence de leur nation, pour le développement de leur nation. Et vous avez en face des gens qui jouent avec ce qu'on appelle la mondialisation ou le mondialisme en général pour combattre ces projets, je dirais, nationalistes de ces pays ou bien patriotiques, parce qu'en France on ne faut pas utiliser trop le mot nationalisme, je dirais le patriotisme et la défense de l'intégrité territoriale, de l'indépendance, de la souveraineté donc de ces États. Il y a donc deux tendances dans le monde. Et aujourd'hui, les choses sont claires. Il y a une nouvelle bipolarisation qui devient de plus en plus claire. Vous avez d'une part les États-Unis et leurs alliés, je dirais la politique américaine. On ne peut pas accuser en fait les Américains, comme par exemple les Français, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont contre la politique des anciens gouvernements, du président Sarkozy ou du président Hollande, donc qui ne représentaient pas l'ensemble en fait des Français. Donc il y a une politique agressive, une politique qui veut porter atteinte aux spécificités nationales, à l'indépendance, à la souveraineté des États, et de plus en plus à l'émergence d'un nouveau pôle international à la tête duquel se trouve la Russie, grâce d'ailleurs à la politique du président Poutine, qui, comme vous le savez, il a une popularité non seulement au sein de la Russie, mais à l'étranger, y compris d'ailleurs en France, y compris aux États-Unis, y compris en Angleterre, y compris en Allemagne, et j'en passe. Il y a donc un axe du bien, qui est celui de la défense de l'identité nationale, de la liberté donc des nations, et puis de la défense de la souveraineté et de l'indépendance des États, et vous avez de l'autre côté l'axe du mondialisme, l'axe du chaos, l'axe de l'agression qui est représenté par les États-Unis et par les lobbies qui jouent surtout dans la politique étrangère américaine, dont je ne vais pas vous faire un dessin, tout le monde sait qui est derrière la politique étrangère américaine, autrement dit, tout le monde sait qui est le lobby qui manipule la politique étrangère américaine, et ça sert quels intérêts? Eh bien, c'est ça ce qu'il faut voir. Il faut voir un axe du bien et un axe du mal, et il faut combattre par un autre projet politique qui est le nôtre, qui doit être celui de la défense de nos différentes identités, l'autre projet de celui des agresseurs, l'axe du mal, qui est représenté par cette politique suicidaire, d'ailleurs, de la part de l'administration américaine, des lobbies qui sont derrière, et bien entendu de leurs alliés. Mais justement, parce que là vous êtes en train de dire tout le contraire de ce qu'a annoncé une personnalité très connue, le philosophe Bernard-Henri Lévy, récemment, le 29 mai dernier. Il a parlé de l'inverse. Il a parlé de l'axe du bien et l'axe du mal. L'axe du bien, c'est les États-Unis et ses alliés. Et l'axe du mal, bien entendu, c'est la Russie, c'est la Turquie, c'est même l'Arabie Saoudite. Il a parlé. Alors, écoutez, je vous interromps tout de suite, monsieur. Je vais vous dire. Déjà, vous me citez un criminel de guerre.
quelqu'un qui a participé à des crimes contre l'humanité qui s'appelle Monsieur Lévy. Ce Monsieur Lévy, il est responsable des crimes contre l'humanité en Libye. Il est responsable de tout ce qui s'est passé en Égypte. Il est responsable de tout ce qui s'est passé en Syrie. Et c'est quelqu'un qu'il ne faut même pas citer. C'est quelqu'un qui mérite la peine de mort et il mérite un procès pour ces crimes qu'il a déjà commis. Il représente à lui seul, d'ailleurs, ces axes-là, ces axes du mal, et ce n'est pas à lui qui doit définir qui est l'axe du bien et l'axe du mal. On ne peut pas donner la parole à quelqu'un qui représente le mal pour nous définir qui est l'axe du bien de l'axe du mal. C'est un type qui est responsable donc de ces crimes-là en Libye, tout le monde le sait, et il est protégé, je ne sais pas pour quelle raison, et je ne sais pas pour quelle raison, il n'y a pas un procès pour le traduire donc devant les tribunaux, pour qu'il réponde en fait par ses actes, ses ingérences dans ses affaires internes. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui est allé discuter avec les islamistes en Libye, et je l'atteste de sources sûres de la Libye, et d'ailleurs lui-même il a fait l'éloge de cela. L'un de ses amis, d'ailleurs, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, et c'est lui qui a déjà dit que le front Al-Nosra en Syrie est en train de faire du bon boulot en Syrie. Eh bien, ce front Al-Nosra, c'est-à-dire la branche d'Al-Qaïda, n'est autre que ces islamistes, que des gens qui sont liés aux frères musulmans, aux terroristes, et qui sont venus créer également la tension et le chaos avec les attentats qui ont eu lieu en France. Ce sont des criminels, ce sont ces gens-là qui tuent donc des innocents, et ce sont ces gens qui sont derrière et qui sont en train de soutenir cet axe du mal, qui doivent être traduits devant la justice. Et ce sont les représentants de cet axe du mal. Justement, parce que simplement, si je me suis permis de parler de ça, parce que j'ai, comme tout le monde, a suivi la conférence qui a eu lieu à l'Institut français des relations internationales, là où il y avait l'intervention de M. Lévy avec M. Thierry de Montbélial, qui est le président. Donc, on a entendu ce qu'il a dit, hein, donc c'est pourquoi je me suis permis de rebondir pour vous donner la version. Mais vous savez, ce que vous m'avez illustré, c'est l'association entre, d'une part, la maçonnerie et d'autre part, le sionisme. Et j'insiste, le sionisme ne veut pas dire le judaïsme, parce qu'il y a de plus en plus donc de juifs qui sont contre le sionisme, et d'ailleurs la majorité des juifs sont en train de se redresser de plus en plus, là je le vois aux États-Unis, contre le sionisme, et ça va redevenir comme du temps des amants de Sion, c'est-à-dire le prélude du sionisme, avec une majorité juive qui est contre cette hérésie d'ailleurs religieuse, et qu'il faut le dire que le sionisme est d'ailleurs soutenu, nous le savons, par les anglo-saxons, par les protestants, parce que il faut dire que ça joue en faveur d'un projet fanatique intégriste qui est celui des gens qui pensent que c'est le millénium qui va venir en créant donc l'État d'Israël. Or aujourd'hui, tout cela est résolu, les gens sont de plus en plus cultivés, les gens sont en train de lire, de s'informer sur la situation internationale. Donc aujourd'hui, malheureusement, il y a cette association entre l'arrivisme, je dirais, de la maçonnerie qui ne répond plus à ses objectifs essentiels qui sont celles d'une réflexion philosophique, et d'autre part également le sionisme qui est manipulé par le protestantisme et le millénarisme aux États-Unis, qui sont en train également de travailler ou de parler au nom de la communauté juive et sont en train de détruire l'image du judaïsme et des communautés juives, comme d'ailleurs l'islamisme est en train également de noircir l'image des musulmans, et malheureusement on fait facilement l'amalgame entre les musulmans et les islamistes, entre les juifs et les sionistes. Donc il faut condamner tous ces gens-là qui représentent cet axe du mal, les islamistes, les sionistes, ceux qui sont derrière certaines sociétés secrètes et qui sont en train de jouer, de manipuler l'opinion publique grâce aujourd'hui au règne de l'argent, qui est cette nouvelle aristocratie qui s'est substituée à l'aristocratie du sang et qui représente les valeurs humaines et sociales. Justement, sur ces valeurs humaines et sociales, Monsieur Ili Hatem, ma dernière question, si vous le permettez, je sais bien que votre agenda il est chargé. Tout à fait. Comment peut-on passer un message fort à ces pays d'origine d'immigration, selon vous, notamment africains, je parle africains, nord d'Afrique, on sait personnellement ce qui se passe ailleurs, donc c'est une guerre civile, donc il y a pas un climat apaisé, mais dans ces pays africains, là où il y a un climat apaisé,
quel message peut-on passer à leur élite de tenir compte des attentes de leur population et de opter pour un développement durable pour leur pays avant de penser à s'enrichir à eux-mêmes? Donc il faut revenir à la philosophie grecque et surtout à Aristote, et il faut travailler pour une certaine vertu et le retour à la vertu en matière politique. Je sais que cela n'est pas facile, mais malheureusement ce sont les systèmes actuels de cette fausse d'ailleurs démocratie, parce que qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors c'est totalement faussé, parce que c'est aujourd'hui cette démocratie qui se développe en fait un peu partout dans le monde, c'est le gouvernement du peuple, certes, mais par une oligarchie qui ne représente plus le peuple, mais qui travaille pour ses propres intérêts et qui s'enrichit de plus en plus en profitant de ce pouvoir, en profitant donc de ces postes-là. Il faut rendre de nouveau la politique à des gens qui sont vertueux et qui savent séparer leurs intérêts personnels du bien public, et c'est à partir de là qu'il y aurait une véritable paix sociale, et il faut redonner de nouveau le pouvoir au peuple. Parce que cette démocratie à l'occidental qui a été imposée à l'ensemble de ces pays, je pense notamment à l'Afrique en particulier, qui avait ses spécificités culturelles et sociologiques, on lui a imposé un modèle démocratique à l'occidental, à l'européenne, qui n'a rien à voir avec leur psychologie et leur sociologie, je dirais surtout, et leur façon millénaire et historique de s'autogérer. Et ce problème, si vous voulez, de l'autodétermination et la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes qui est battu en brèche, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je vous ai cité Boutros Ghali, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui défendait l'émergence du droit international, un droit naturel, surtout universel, je dirais, qui est inhérent à toutes ces différentes sociétés et qui, malheureusement, a disparu de plus en plus. Donc mon message est très clair. Il ne faut pas tomber dans cette surenchère médiatique, dans cette propagande, par cette volonté de mettre de l'huile sur le feu, de créer des tensions. Il faut montrer les choses telles qu'elles sont. Il faut montrer la vérité aujourd'hui au niveau social et au niveau politique pour éviter le conflit, éviter la violence, éviter la régression. Et la seule arme aujourd'hui, c'est une arme culturelle, parce que quand on est cultivé, quand on a un développement culturel, on détruit, si vous voulez, ce cliché et on avance dans la société, on avance économiquement, on avance socialement, et l'arme qui est utilisée contre ces différentes sociétés, c'est l'arme de la régression. Donc il faut mettre un terme également à la régression et montrer effectivement le progrès. Monsieur Elie Hatim, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et surtout cet éclairage fort intéressant. Je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt et merci. Merci à vous. À très bientôt, monsieur. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, monsieur. À bientôt. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.